les propos qui sont les vôtres, peut-être insister sur la question des prix rémunérateurs. Vous l'avez évoqué, parce que je ne l'ai peut-être pas assez évoqué jusque-là. À travers cette disposition, il s'agit aussi, et des caisses alimentaires le font aujourd'hui, de soutenir des transformations agricoles dans les territoires, de soutenir des revenus pour les producteurs de manière régulière, puisque, alors je le dis, cette somme, ce n'est pas tout ce qu'on va acheter. D'autres continueront, c'est 150 €, continueront à acheter ce qu'ils veulent, évidemment, et ils le choisiront d'ailleurs, puisqu'ils seront partie prenante de la démocratie alimentaire. Mais à travers cette proposition, je pense à la Caisse de Lyon qui a soutenu, par exemple, un outil de transformation dans un territoire. C'est aussi une manière d'intervenir directement dans la chaîne qui va de la production jusqu'à la distribution et à l'alimentation. Et ça me paraît être central. Là où nous avons perdu la main, c'est bien sur toute cette chaîne-là. C'est pas seulement au moment où ça arrive dans notre assiette, c'est sur la façon dont c'est produit, la façon dont c'est distribué. Et c'est là-dessus que la démocratie doit se réinstaller. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe socialiste, madame Chantal Jourdan. Merci, madame la présidente. Si le droit à l'alimentation est un droit fondamental depuis 1948, 37% ou 38% des Français connaissent aujourd'hui la précarité alimentaire. Dans ce contexte, il est impératif que nous, parlementaires, trouvions des façons de répondre à cette urgence. En l'occurrence, cette expérimentation territoriale se présente comme une réponse pertinente qui permet de lutter efficacement contre cette précarité alimentaire. Si certains d'entre nous, dans notre groupe, doutent encore de la généralisation, l'expérimentation est bienvenue. Cette expérimentation de sécurité sociale alimentaire propose en effet d'améliorer le système alimentaire en permettant un accès à une alimentation saine et de qualité pour tous. Aujourd'hui, on le sait, les associations d'aide alimentaire ne peuvent plus répondre seules à ce défi. Elles nous l'ont rappelé lors des auditions. Et les solutions concrètes et systémiques donc, doivent voir le jour. Ce texte vise aussi à offrir une meilleure soutenabilité de notre système agricole en affirmant la nécessité de rémunérer toute la chaîne de production et notamment les agriculteurs dont la rémunération est aujourd'hui au cœur des débats. Ce texte, par la promotion d'une alimentation saine et durable, soutient également une transition vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Ensuite, l'expérimentation d'une sécurité sociale alimentaire permet aux citoyens de s'approprier la question de l'alimentation. Une animation soutenue permettra notamment d'assurer une information uniforme et optimale des citoyens de façon à cibler des publics divers pour tendre au respect d'un droit à une alimentation de qualité saine et durable. Aussi, les principes d'universalité, démocratie et solidarité que porte ce texte nous tiennent particulièrement à cœur. Ainsi, cette proposition de loi, pour nous, est une opportunité pour mettre en place un cadre national nouveau que vous proposez. Elle ouvre la voie à l'évaluation d'un dispositif novateur dans le but de faire évoluer démocratiquement la lutte contre la précarité alimentaire. Nous y sommes favorables. Merci, madame Jourdan. Monsieur le rapporteur. Oui, les doutes quant à la généralisation, je crois que, pareil, j'en ai également. Sinon, j'aurais été directement sur la voie de la généralisation. Et donc, il s'agit bien de tester, d'explorer. Et je vais vous le dire, dans les 40 expérimentations, il y a déjà différents modèles qui sont à l'œuvre. Et donc, il faut bien regarder ce que cela pourra produire. Par exemple, je le dis, du côté de Dieulefit dans la Drôme, on teste un prix social. C'est-à-dire qu'il y a 3 prix qui sont donnés aux produits agricoles. Le prix rémunérateur, le prix social, le prix auquel j'apporte une contribution à la caisse pour financer un prix social pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à cette alimentation. Il s'agit là quand même de permettre à chacune de choisir son alimentation et d'accéder à une alimentation de qualité. Donc je rejoins, et c'est pour ça qu'il y a une proposition d'expérimentation, pour aller au bout, pour donner un cadre, une perspective. Donc je rejoins vos propos et évidemment les 3 principes que vous avez rappelés de cette proposition de loi et de la sécurité sociale de l'alimentation. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe de la droite républicaine, monsieur Julien Dive. Merci, madame la présidente, monsieur le rapporteur, chers collègues. La précarité alimentaire, on le sait, touche aujourd'hui plus d'un tiers des Français et dans le même temps, un agriculteur sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Garantir à chacun l'accès à une alimentation de qualité tout en assurant enfin une rémunération digne à ceux qui la produisent est donc une nécessité que nous assumons. Et tout doit être fait pour que personne en France ne souffre de cette faim. C'est pourquoi cette proposition de loi pose un vrai sujet. Toutefois, la réponse que vous semblez apporter, monsieur le rapporteur, repose sur des bases fragiles, tant sur le plan financier que celui de la mise en œuvre. J'y reviendrai. Je voudrais rappeler quelques fondamentaux. Nous nous battons avec la droite républicaine pour que nos agriculteurs soient rémunérés à un prix juste. C'est d'ailleurs l'objet du rapport que nous avons remis hier avec les collègues co-rapporteurs. Un combat que nous menons au travers des négociations commerciales, des différentes lois Egalim. Il nous paraît inacceptable que dans certaines filières, la rémunération ne couvre pas les coûts de production.
Le problème fondamental ne réside pas uniquement dans l'accès à l'alimentation, mais aussi dans le partage de la valeur au sein de la chaîne alimentaire. Des solutions existent. Nous devons renforcer ces négociations commerciales afin de garantir un prix juste qui protège les producteurs. Deuxièmement, depuis longtemps, nous sommes engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et nous avons soutenu les dispositifs législatifs qui se présentaient, notamment les différents textes proposés par notre collègue Guillaume Garot sur la lutte contre le gaspillage alimentaire que j'avais soutenu. Et je pense en particulier à sa loi instaurant des territoires zéro faim, qui vise à éradiquer la précarité alimentaire en mettant en place des solutions locales adaptées aux réalités du terrain. Dispositif qui repose sur 2 leviers essentiels, l'exonération de TVA sur les denrées alimentaires destinées à l'aide alimentaire et l'expérimentation de territoires pilotes, mobilisant d'ailleurs l'ensemble des acteurs et des collectivités, associations, etc. Le gaspillage alimentaire reste en France important. Il représente 10 millions de tonnes de nourriture perdue chaque année, soit une perte estimée à 16 milliards d'euros. Chaque Français jette en moyenne 30 kg de nourriture par an, dont 7 kg encore emballés. Un scandale moral, économique qui exige une forte action et cohérente. Donc, plutôt que d'inventer de nouveaux dispositifs administratifs, renforçons l'existant. Les dons alimentaires doivent être mieux encadrés. La restauration collective doit être davantage accompagnée afin de mieux gérer ses approvisionnements. Et l'éducation et la sensibilisation dès le plus jeune âge, sont également essentielles pour réduire les gaspillages. Troisièmement, l'accès des jeunes à une alimentation de qualité est un enjeu majeur. Il est inacceptable que les étudiants soient aujourd'hui contraints de choisir entre se nourrir et payer le loyer. C'est pourquoi j'encourage vivement le développement des frigos solidaires, des cantines scolaires et universitaires qui permettent d'offrir une solution concrète aux plus précaires, ou encore tout dispositif qui pourrait être renforcé en la matière. Quatrièmement, et c'est là le point essentiel de votre dispositif, la question du financement. Vous proposez une proposition de loi qui repose sur un modèle tripartite associant l'État, les collectivités et les citoyens. Or, aucune évaluation budgétaire précise n'est fournie. Quel sera le coût des caisses alimentaires locales? Comment sera financé le Parlement alimentaire censé décider des produits conventionnés? Quel sera l'impact sur les finances publiques? À quelle hauteur seront sollicités les citoyens? Sans réponse à ces questions, nous ne pouvons engager des dépenses potentiellement considérables sans garantie de viabilité. Dans un contexte où le déficit public atteint plus de 5% du PIB, où les collectivités territoriales peinent à boucler leur budget et où les Français subissent déjà une pression fiscale élevée, nous devons faire preuve de responsabilité. Ce texte pose une vraie question et il aurait été préférable que ce qu'on retrouve dans le cas d'une PPR plutôt que d'une PPL. La réponse apportée ne nous semble pas la bonne. Son financement, je le redis, reste incertain pour nous. Vous évoquez la MSA qui se serait engagée à pouvoir mettre en place ce dispositif. Je réponds à la MSA qu'elle s'occupe déjà de mettre en place les retraites des agriculteurs sur les 25 meilleures années avant de s'occuper de ce qu'on ne lui a pas demandé. Merci. Monsieur le rapporteur. Alors, ça partait bien, je crois qu'on était d'accord sur les constats. Donc c'est déjà, ça permet un débat quand on est d'accord sur les constats, pas sur les solutions. Moi, je ne partage pas votre vision qui repose sur la réparation et sur le don. Puisque finalement, ce que vous avez dit, c'est ça, c'est gardons les dispositifs qui aujourd'hui n'ont pas apporté de réponse satisfaisante, puisque les produits défiscalisés auxquels ont accès à une part de la population, ceux qui sont dans la nécessité, ne sont pas des produits choisis, sont les produits qui leur sont imposés, des invendus. Et donc là, nous avons un problème, c'est-à-dire qu'il y a les plus vulnérables d'entre nous ne choisissent pas leur alimentation, et je pense que ce n'est pas la bonne solution. Là, ici, c'est une réponse plus systémique, plus profonde, et donc on peut ne pas en partager les termes, mais l'idée, elle est bien d'essayer de répondre à plusieurs sujets en même temps, celle des prix rémunérateurs que vous avez évoqués, en tout cas des rémunérations de nos agriculteurs, ceux de notre santé et ceux de l'accès à une alimentation pour toutes et pour tous. Quant à la MSA, elle ne dit pas « je veux gérer », elle dit « nous sommes un organisme de protection sociale, donc nous pourrions participer à ces expérimentations ». Sur le coup, je vous réponds. Merci, monsieur. Je répondrai dans une prochaine question sur le coup parce que c'est central. Je vous laisserai le compléter autant que vous le souhaitez à la fin des prises d'intervention des oratrices et orateurs de groupe. Pour le groupe écologiste et social, monsieur Boris Tavernier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Donner du pouvoir à nos concitoyens, oser leur faire confiance, ne pas vouloir systématiquement décider à leur place. Voici la proposition qui nous est faite aujourd'hui. La loi que nous étudions vise à faciliter le déploiement d'expérimentations locales inspirées de la sécurité sociale de l'alimentation. Pour faire court, la sécu de l'alimentation, c'est une idée qui gagne du terrain grâce au travail de citoyens, de paysans, de chercheurs, d'associations. La sécu de l'alimentation, c'est la France, la belle, la grande. C'est l'union entre une institution héritée des luttes ouvrières passées, la sécu, avec un plaisir populaire français, se retrouver pour manger. De cette union découle une façon de faire, la reprise en main démocratique de notre assiette, et une promesse pour l'avenir, le droit à l'alimentation. Parce que oui,
Comme pour la santé, bien manger devrait être un droit. La sécurité de l'alimentation, c'est notre fierté nationale de demain. Alors, mes chers collègues, osons l'expérimenter comme l'osent déjà de nombreux territoires. Dans le Rhône, dans la Drôme, en Gironde, en Vaucluse, dans l'Hérault, l'Aude et ailleurs, que ce soit en ville ou à la campagne, un nombre croissant de citoyens, inspirés par cet horizon, s'organisent pour répondre à un défi. Comment bien se nourrir sans appauvrir ceux qui nous nourrissent? Ils transforment une question, l'accès à l'alimentation, bien trop souvent posée en des termes individuels, en une question collective. Dès lors, les solutions paraissent évidentes. De là découlent, au dire des participants, 1000 aventures humaines. Ils montent des caisses d'alimentation, construisent des caisses d'investissement, ils vont sur des fermes, rencontrent des paysans, échangent avec des commerçants, des artisans, avec des chercheurs. Ils se rencontrent entre eux, réfléchissent, ils se forment et forment leurs voisins. Et surtout, ils décident. Parce que oui, l'enjeu est là, pouvoir décider de son alimentation. Ils décident ensemble ce qu'il faut ou non conventionner, ils décident ensemble du niveau de cotisation, ils décident ensemble des modalités de l'expérimentation. En bref, ils redeviennent souverains. Et ils ne sont pas les seuls. Avec ces expérimentations, ce sont là-bas des paysans qui sortent la tête de l'eau et voient arriver une nouvelle clientèle, soucieuse et respectueuse de leurs conditions de travail. Ce sont ici des commerçants qui retrouvent dans leurs magasins du quartier des clients que l'inflation avait chassés. Ce sont aussi des boulangers ou des bouchers qui rencontrent de nouvelles têtes qui n'avaient jamais osé ou jamais pu pousser la porte de la boutique. Rassurez-vous pour autant, ici, nulle révolution n'est proposée. On ne parle que d'expérimentation. Nous sommes des plus raisonnables. Dans un contexte où la précarité alimentaire augmente et notre agriculture est en grande difficulté, la sécurité sociale de l'alimentation est donc assurément une piste à creuser, comme nous l'invite le Haut Conseil de santé publique, comme nous le recommande le Conseil national de l'alimentation. Ne pas saisir cette opportunité serait fort regrettable. Mes chers collègues, penser la transformation du système alimentaire, garantir à chacun de pouvoir choisir son alimentation, assurer des conditions de rémunération justes pour nos paysans. Oserons-nous déléguer du pouvoir? Oserons-nous soutenir une expérimentation qui propose des solutions? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci, chers collègues. Évidemment, je partage complètement votre propos. Je profite forcément du fait que nous soyons d'accord sur ce texte pour répondre sur la question du coût. Voilà, parce que ça me paraît important de répondre à ce sujet-là. Sur la phase d'expérimentation, les estimations que j'ai pu faire à partir du fonctionnement des caisses. Aujourd'hui, la caisse de Montpellier, c'est 450 000 €, le coût annuel de fonctionnement de la caisse de Montpellier. Et j'ai pu faire une estimation qui va de 15 millions à 35 millions maximum. Et quand je dis 35 millions par an, c'est en poussant le plus loin possible les curseurs actuels de l'expérimentation. Donc vous conviendrez qu'il ne s'agit pas là d'une ruine pour notre pays. Et la part de l'État va en diminuant, plus les cotisations volontaires vont augmenter. Moi, j'ai pris l'hypothèse la plus négative quant à la part de cotisation, quant à la part de financement local. Et donc, du coup, je crois qu'on est dans quelque chose de raisonnable pour une expérimentation, me semble-t-il, et sur 5 ans. Et au bout des 5 ans, il y aura une évaluation, il y aura un choix qui sera fait de reconduire une expérimentation ou pas. Voilà, donc pour vous répondre concrètement sur le coup. Merci. Monsieur le rapporteur, pour le groupe démocrate, Madame Louise Morel. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je commencerai par saluer le travail du rapporteur et votre engagement sincère sur ce sujet sur lequel, au sein du groupe Les Démocrates, on partage les enjeux et les objectifs, l'accessibilité à une alimentation saine et durable pour tous, la rémunération des producteurs et le lien local-production. Je crois que ce sujet mérite toute notre attention, sérieuse, dépassionnée, car effectivement, nous avons un grand nombre de concitoyens qui rencontrent des difficultés à accéder à une alimentation saine, et ce n'est pas acceptable. Pour autant, à date, notre appréciation sur ce sujet est très réservée sur le cadre proposé, notamment financier, et je voudrais vous partager quelques éléments. D'abord, car vous l'avez mentionné, la sécurité sociale vise à assurer un risque et la cotisation est mise en œuvre pour assurer ce risque. Or, en matière d'alimentation, il ne s'agit pas vraiment d'assurer un risque, c'est plutôt une redistribution monétaire que vous proposez, ce qui rend, je le crois, le terme de sécurité sociale inapproprié. Ensuite, et je crois que c'est là le plus important, car on peut considérer qu'auparavant, dans notre Parlement, un certain nombre de collègues ont déjà partagé le même objectif et ont proposé tout un tas de dispositifs qui, je le crois, c'était la même envie, la même volonté, n'ont pas été à date évalués et je crois qu'on ne peut pas se faire l'économie d'une évaluation sérieuse de différents dispositifs. Et je voudrais vous en citer. On en a quand même instauré en 2020 le COCOLUPA, le Comité national de coordination de lutte
lutte contre la précarité alimentaire. Ensuite, on a la mesure alimentation locale et solidaire de France Relance. Ensuite, on a le programme national pour l'alimentation et spécifiquement l'action 5 de l'axe 1 qui vise spécifiquement, et je cite, à développer des initiatives territoriales de lutte contre la précarité alimentaire. Je crois que ça se rapproche de votre objectif. Ensuite, on a aussi le programme Mieux manger pour tous, 30 millions d'euros en 2024, qui finance aussi cela. Ensuite, on a la politique de déploiement des projets alimentaires territoriaux. Actuellement, c'est 451 projets alimentaires territoriaux qui couvrent plus de 60% de la surface agricole utile qui sont en place. Et enfin, dans le cadre de la loi Egalim, sur lesquels on a eu des débats dans cette commission hier, il y a un travail interministériel conséquent qui est en train d'être mené, aussi avec un certain nombre de collègues, pour renforcer l'aide à la tarification sociale des cantines rurales. Vous l'aurez compris, je crois qu'on ne peut pas, à date, ne pas évaluer ces dispositifs, aussi avoir une réflexion dépassionnée en disant mais s'ils ne fonctionnent pas, alors qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on en supprime quelques-uns? Est-ce qu'on les modifie? Est-ce qu'on les amende? Aussi, le groupe démocrate, bien sûr, on partage l'esprit de la proposition de loi, mais on regrette à date le manque d'évaluation des coûts financiers et la mise en œuvre et les réflexions sur la mise en œuvre opérationnelle et sur tous ces dispositifs connexes également. Merci Madame Morel. Monsieur le rapporteur. Merci chers collègues de votre appréciation sur ce texte. En tout cas, dire qu'il y a un vrai débat et que ça mérite d'être exploré. Je voudrais dire d'ailleurs que tous les dispositifs que vous avez cités reposent exclusivement sur l'argent public. Celui que je propose ne repose pas que sur de l'argent public. Il repose sur la socialisation, une redistribution. Et donc c'est aussi là où il y a quelque chose de pertinent, je pense, dans cette proposition qui nous ferait sortir des seuls dispositifs d'aide, de réparation, qui, je vous le dis, on peut tous les évaluer et prendre le temps de les évaluer. Je pense que certains ont déjà été évalués dans le temps. Malheureusement, ils ne sont pas efficaces. Et je le dis aussi, il ne s'agit pas de passer d'un système à l'autre, il s'agit de progresser vers ce système. Et donc aujourd'hui, il y a une dépense publique, mais elle a vocation à se réduire et surtout à éviter d'autres dépenses publiques. Je vous en ai cité notamment sur les effets de la malbouffe. Donc je voudrais dire là-dessus que nous sommes au contraire sur une approche beaucoup plus systémique qui évitera la multiplication de dispositifs. Là, nous ne sommes pas dans un dispositif, mais dans la recherche d'une solution structurante, durable, qui répond à plusieurs sujets, pas qu'à la précarité alimentaire, mais à la démocratie alimentaire, à la rémunération de nos producteurs et donc à penser une chaîne vertueuse. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe Horizon, monsieur Thierry Benoît. Merci, madame la présidente. Monsieur le rapporteur, vous interrogez la commission des affaires économiques sur son soutien ou non à une proposition de loi d'expérimentation sur l'instauration d'une sécurité sociale de l'alimentation. Dans notre pays, à ce jour, l'INSEE estime entre 2 et 4 millions de personnes, le nombre de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire distribuée par les associations. Naturellement, lorsque dans un pays comme le nôtre, 2 à 4 millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire, ça ne peut pas nous laisser insensibles et vous donc soulevez avec votre proposition de loi un réel sujet dont le pays est déjà conscient, puisque vous l'avez vous-même cité dans votre propos introductif, il existe à travers le territoire national 40 expérimentations. Vous avez aussi souligné que nous avons créé des instances et multiplié les solutions. C'est ce que vous avez vous-même cité. Je pense que dans un premier temps, il serait bon de remettre à plat un petit peu le nombre d'instances que nous avons créées et d'évaluer les solutions proposées et de s'interroger sur l'accès aux dispositifs et aux aides déjà en place. À un moment donné de votre propos, vous avez évoqué le fait que l'instauration d'une sécurité sociale de l'alimentation coûterait un volume global de 120 milliards. Et ce chiffre de 120 milliards me fait penser que ce n'est pas à travers une proposition de loi que l'on doit pouvoir prolonger les expérimentations qui sont en cours actuellement, la quarantaine, mais c'est plutôt à partir d'un projet de loi gouvernemental compte tenu des impacts financiers. Moi, je souhaiterais que
les expérimentations soient évaluées. Je souhaiterais que les outils qui existent, les projets alimentaires de territoire dans les différents territoires de France, le programme national de nutrition santé, le Conseil national de l'alimentation, qui n'a d'ailleurs plus de président. Voilà encore une structure qui n'a plus de président depuis 1 an. Donc ça doit être quelque chose qui est très précieux, très important, puisque ça arrive à fonctionner sans présidence pendant 1 an. Donc on voit bien qu'on a tout inventé dans notre pays. Vous pointez et vous soulevez un vrai sujet, avec une sincérité que je ne remets nullement en cause. Mais je pense qu'avant tout, c'est d'une remise à plat de nos politiques publiques de l'alimentation que l'on doit procéder, et peut-être revenir sur l'idée de Christiane Lambert d'il y a une dizaine d'années sur le fameux chèque alimentaire. Merci, monsieur Thierry Benoît. Monsieur le rapporteur. Alors moi, je peux que partager la nécessité de remettre à plat, mais vous comprendrez que de la place qui est la mienne, je vais être assez peu capable d'initier cette remise à plat. Et ma proposition de loi n'exclut pas qu'il y ait un travail de mise à plat. Au contraire, je dis à travers cette proposition de loi qu'il nous faut une réponse structurante, systémique et qui évite les dispositifs qu'on empile, les réponses ponctuelles et la réparation. C'est-à-dire qu'on marche sur la tête, on produit beaucoup, nos agriculteurs n'ont pas de revenus et des gens n'arrivent pas à manger à leur faim et ne choisissent pas ce qu'il y a dans leur assiette. Et ça fait des années que ça dure. Et donc, il y a un moment donné, il faut aussi des solutions qui répondent concrètement à tout cela. Moi, s'il y avait un projet gouvernemental sur le sujet, j'en serais particulièrement heureux. Mais à ce stade, je veux pousser cette proposition-là, qui n'est qu'une expérimentation. Quand je parle de 120 milliards d'euros, soyons clairs, c'est à terme. Et évidemment, ce n'est pas 120 milliards de coûts pour l'État, puisque c'est des cotisations qui prendraient en charge principalement. Il y aura un sujet d'acceptabilité sociale d'une cotisation. Quelle forme de cotisation, évidemment. Mais on est sur des chiffres qui me paraissent totalement raisonnables par rapport à ce que sont aujourd'hui les dépenses et les coûts cachés de ce que nous ne faisons pas ou de ce que nous faisons mal. Et donc, je crois que ça vaut le coup que nous puissions avancer ensemble sur une telle proposition. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe GDR, monsieur le président André Chassaigne. Merci Madame la Présidente. Je dirais tranquillement que je suis dans le doute là concernant cette proposition de loi, mais je considère qu'il s'agit, et c'est le cas, d'une expérimentation. J'ai pu découvrir dans des échanges que j'ai eus sur plusieurs régions de notre pays une forme de bouillonnement démocratique par rapport à ce projet. C'est-à-dire des citoyens qui s'impliquent, des consommateurs, des producteurs, des chercheurs. Il y a véritablement derrière tout ça un mouvement qui est un mouvement qu'on ne peut pas refuser d'accompagner. Même si je suis extrêmement dubitatif sur le fait que ça puisse marcher. Mais expérimentons. Je cite quelquefois des citations et vous savez, René Char avait une belle formule, il disait « L'impossible, nous ne l'atteignons pas, mais il nous sert de lanterne ». Et je crois que là, ça peut nous permettre d'évoluer, de progresser pour trouver des solutions à la précarité alimentaire. Alors certes, en bon communiste, même si je n'ai pas fait l'école de Moscou, je suis très attaché à la sécurité sociale d'Ambroise Croizat, telle qu'elle est, et je pense moi aussi que le terme sécurité sociale n'est pas très approprié. Je pourrais reprendre quasiment ce qui a pu être dit par certains orateurs. Bon, je ne vais pas m'arrêter sur les mots, mais soyons attentifs à ne pas dévoyer cette belle conquête de la sécurité sociale qui est avant tout fondée sur l'universalité. Et l'universalité, ça signifie, comme le disait Ambroise Croizat, eh bien qu'il fallait qu'on puisse cotiser en fonction de ses moyens et recevoir selon ses besoins. Et ça pose là la question du financement. Alors j'ai vu le financement, là, on est sur une expérimentation, cotisation de personnes participant, abondement des collectivités territoriales qui aujourd'hui ont déjà beaucoup de difficultés, mais en fait, si elles font le choix, c'est la libre indépendance, c'est la libre administration, et contribution versée par le Fonds national d'expérimentation. Eh bien, j'aurais la même démarche que j'ai eue sur le territoire zéro chômeur. J'étais dubitatif. Pour autant, le territoire zéro chômeur s'est installé à Thiers, au cœur de ma circonscription, et donne des résultats. Et c'était une expérimentation.
Donc je voterai favorablement ce texte, malgré toutes les réticences que je peux avoir en termes de possibilités. Je préciserai que plusieurs députés de mon groupe qui ont été signataires, et notamment des députés d'outre-mer qui sont très impliqués, parce que la question de la précarité alimentaire en Martinique, par exemple, voire à La Réunion, est une réalité. Et ils réfléchissent aussi pour essayer de trouver des solutions. Donc, plutôt que d'assombrir, je préfère éclairer en vous demandant des précisions, en particulier comment vous voyez la possibilité de généraliser, d'avoir une dimension plus universelle qui pourrait être amenée par cette expérimentation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour vos mots. Le doute, je l'ai dit, on peut le partager, mais vous avez raison, il faut expérimenter. Sinon, le doute restera sur ces expérimentations. Et vous l'avez dit, il y a un bouillonnement partout démocratique. Moi, j'ai auditionné des citoyens, des habitants de nos territoires qui sont partie prenante de ces sujets. Et il y a des récits absolument extraordinaires sur ce bouillonnement démocratique. Et ça me paraît plus que nécessaire. Je n'ai pas fait le choix d'expérimenter une cotisation universelle dès maintenant. D'abord parce que le droit, je ne savais pas comment lui tordre le cou pour dire on va avoir dans un territoire sur sa fiche de paye ou via la CSG ou autre formule une ponction qu'on n'aurait pas ailleurs. Je pense que c'est trop tôt pour aller vers cette hypothèse-là. Mais il faut la creuser. Et l'idée là, elle est d'imaginer à terme de cette phase d'expérimentation une autre expérimentation qui permettrait d'aller sur le terrain d'une cotisation universelle. C'est pour ça que je dis un texte de loi vers une sécurité sociale et non pas de sécurité sociale, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas d'universalité mise en œuvre maintenant. C'est des citoyens volontaires, des habitants volontaires qui participent à l'expérimentation, qui cotisent de manière volontaire. Donc on n'est pas du tout sur un système. Voilà. Donc c'est en ce sens que ça me paraît raisonnable et que ça correspond bien à ce qui est en train de se passer dans les territoires. Mais à terme, il faudra imaginer des solutions plus directes comme celles que j'ai évoquées à cet instant. Je n'ai pas beaucoup plus de temps, mais on pourra en avoir la discussion. Pour le groupe UDR, Monsieur Alexandre Allégret-Pilot. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, sans grande surprise, le groupe UDR s'opposera à cette proposition de loi. On partage naturellement l'importance des enjeux, mais la solution nous semble être qu'une porte ouverte vers un projet collectiviste. Ça nous semble par ailleurs pas nécessaire, car rien n'empêche actuellement, cela a été rappelé, les initiatives privées qui existent déjà, et chaque fois que possible, la liberté doit primer à notre sens. Comme d'habitude, on voit par ailleurs un mécanisme s'instaurer. Une cotisation pour l'équivalent d'un ticket de rationnement, pourquoi pas pour ceux qui veulent en bénéficier, même si cela nous semble loin de l'objectif vers lequel on doit tendre. C'est notamment dévoyer l'objectif initial de la sécurité sociale, qui est la protection face à un risque ou une éventualité. Ici, ce n'est pas un risque, c'est une dépense courante. L'esprit nous semble donc relativement détourné. La question du financement n'est par ailleurs pas sérieusement traitée, même si je comprends qu'il s'agit d'une expérimentation. Nos finances publiques ne nous le permettent vraisemblablement pas. Au bout de 6 mois, on verra que le régime est gravement déficitaire et on comblera avec les finances de l'État, donc de ceux qui ne souhaitent pas en bénéficier, comme toujours. Vous l'avez dit, le système ne repose pas que sur l'argent public, tout est dit. Comme d'habitude, on prétend donner du pouvoir aux citoyens, mais on va simplement faire supporter par autrui le coût de choix individuels. Ce modèle, malheureusement infantilisant, n'est pas le nôtre. Il n'y a en effet aucune nécessité pour un dispositif législatif de la sorte, tant chacun est libre et suffisamment mature pour s'organiser. 40 expérimentations existent déjà, cela a été dit. Les collectivités locales disposent de l'autonomie qui leur permet de verser les subventions associées. Donc, 3 points me semblent importants au titre du groupe UDR. Premièrement, il y a déjà une multitude de mécanismes qu'il faut améliorer ou alors supprimer s'ils sont inefficaces. On peut parler de la prise en compte des ressources et du quotient familial dans la restauration collective, notamment scolaire, de la défiscalisation, du soutien de l'État aux associations avec la notion même d'aide alimentaire, la liste des programmes, par exemple Mieux manger pour tous, les agences, les initiatives déjà financées par le contribuable, que la collègue du groupe démocrate a pu rappeler longuement. Dans ces conditions, j'imagine qu'il serait logique d'établir un panorama clair des dispositifs en cours et des modifications à entreprendre. Je ne vois pas les évaluations, je ne vous le reproche pas, mais je note que collectivement, il nous manque cela pour pouvoir décider de façon sereine sur ce sujet, qui est important vis-à-vis de l'alimentation de nos concitoyens, mais aussi vis-à-vis des finances publiques. Deuxième élément, la pauvreté, la malnutrition, la rémunération des petits agriculteurs sont 3 sujets prioritaires. Et il ne nous semble pas que ce soit par une illusion collectiviste alourdissant encore le poids de l'État dans la vie des Français, donc la bureaucratie, que nous augmenterons la liberté et le bien-être de nos concitoyens. Enfin, vous émettez certes à terme l'hypothèse d'une cotisation universelle, comme si les Français n'étaient pas assez imposés.
En conclusion, vu le paysage extrêmement touffu et obscur du sujet, il y a peut-être davantage besoin d'évaluation et de rationalisation plutôt que de rationnement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Allégret-Pilot. Monsieur le rapporteur. Alors, je ne sais pas le sens que vous donnez à collectivisme, mais ici, il s'agit de jouer collectif. Pour moi, évidemment, c'est bien le sens de cette proposition de loi, que de faire en sorte que la question alimentaire ne soit pas une question individuelle, mais une question qui se partage et dont le coût pour notre société se partage. Il ne s'agit pas de faire peser sur l'État, bien au contraire, c'est tout le contraire, puisqu'on renvoie à des caisses alimentaires locales le fait de décider du conventionnement. Donc, au contraire, on est dans le champ de la liberté et des choix des citoyens, donc très loin de ce que vous dites. Et il ne s'agit pas d'un impôt, c'est une cotisation. Donc, c'est bien un principe de socialisation d'un enjeu. Et je le redis, plusieurs ont dit ce n'est pas un risque. Je ne partage pas votre point de vue. Il y a là, et c'est le débat philosophique mérite d'exister, mais il s'agit bien d'un risque aujourd'hui, l'alimentation. Certains n'y ont pas accès, ne savent pas ce qu'ils mangent, prennent le risque pour leur santé. Et donc, je crois qu'il est normal que nous agissions plus en amont par cette sécurité sociale de l'alimentation. Merci, monsieur le rapporteur. Nous passons maintenant aux interventions individuelles, donc 1 minute, et nous commençons par monsieur Stéphane Travert. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, moi j'entends bien cette idée que chacun puisse demain accéder à une alimentation sûre, saine et durable. Au moment où nous allons travailler bientôt, je l'espère, sur le projet de loi simplification, je regarde l'article 4 qui vient créer des structures ou des dispositifs supplémentaires avec les parlements locaux. Vous ne pensez pas, et Thierry Benoît y a fait allusion tout à l'heure, mais qu'on pourrait s'appuyer tant sur le plan local qu'au niveau national, sur le Conseil national de l'alimentation, et puis qu'il y a d'autres structures aujourd'hui qui existent à travers toutes les structures de dons alimentaires. Je pense au Restaurant du Cœur, je pense à Solal par exemple. Et est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez pu travailler ou tout au moins avoir un échange ou une concertation avec ces différents acteurs? Merci. Merci, monsieur Travert. Monsieur le rapporteur. Oui, très clairement, aujourd'hui, il ne s'agit pas de créer des structures supplémentaires, parce que dans les expérimentations, ces parlements existent. Donc, je m'inspire de ce qui existe. Et oui, j'ai auditionné l'ensemble des acteurs de la précarité qui, il y a quelque temps, étaient plutôt en doute sur ces dispositifs, mais qui aujourd'hui, au contraire, travaillent dessus, et tous, parce qu'on les a tous auditionnés de manière collective, et le texte de loi reconnaît leur expertise, parce qu'il faudra bien accompagner un certain nombre de gens qui sont éloignés de ces préoccupations-là, ou en tout cas qui n'ont pas les réponses, qui ne vont pas vers les dispositifs que nous citons, donc ils sont partie prenante, indiqués très clairement dans le dispositif. Et nationalement, on crée un fonds, donc on a une structure pour gérer ce fonds, ça aurait pu être ailleurs peut-être, mais en tout cas, là, c'est l'hypothèse que moi j'ai formulée. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur René Pilato. Merci, Madame la Présidente, monsieur le rapporteur. J'aimerais revenir sur ce qui a été dit dans les DG à propos, je dirais, d'un non. Ce texte n'est pas bon, on va le rejeter, on ne le soutient pas. J'aimerais rappeler ici que le modèle économique que certains défendent et qu'ils défendent encore à travers le budget actuel, il fait quoi ? Il fait qu'un tiers des ménages, un tiers des Français sautent au moins un repas par jour. Il fait que des parents se privent de nourriture pour faire manger leurs enfants. Et pour les collègues ici qui disent qu'il n'y a pas de risque, je suis désolé, mais un gosse qui ne mange pas, c'est un risque pour lui de ne pas apprendre comme il faut à l'école et d'être plus tard en retard, et il sera accompagné différemment et il coûtera lui aussi à la société plus tard. Donc, cette initiative répond à une carence du modèle économique actuel, et je remercie le collègue Charles Fournier de la porter, et ma question elle est quand même pour lui. Chers collègues, pensez-vous qu'avec le budget 2025, votre sécurité sociale de l'alimentation va être plus que nécessaire, et pensez-vous qu'il va y avoir plus de demandes pour l'aide alimentaire? Monsieur Pilato. Monsieur le rapporteur. Oui, alors j'avais déposé d'ailleurs un amendement de 15 millions d'euros qui avait été fait un parcours jusqu'à la Commission des Finances, et puis après, voilà, c'est passé toutes les étapes que vous connaissez, et puis comme je suis député depuis 2022, je n'ai jamais voté un seul budget, voilà, il a disparu dans les différentes étapes. Mais c'est dommage, parce qu'il avait été reconnu la nécessité de soutenir ces expérimentations, donc il y avait dans le budget 2025, en tout cas en face de la Commission des Finances, la possibilité de soutenir ces expérimentations. Oui,
moi je crois que la précarité va malheureusement continuer de se dégrader. Et donc il faut apporter des réponses structurantes. Et voilà une expérimentation qui permettrait demain d'avoir une réponse structurante. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Dominique Potier. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais saluer l'engagement de Charles Fournier et du groupe écologiste sur ce sujet. Chantal Jourdan l'a dit, le débat existe au sein du groupe socialiste sur le fait que ce soit une bonne solution de généralisation. Et je suis très proche, pour ma part, des arguments développés par André Chassaigne. Néanmoins, ce bouillonnement démocratique doit être engagé. Je me permets un parallèle avec l'expérimentation zéro chômeur longue durée. Je ne suis pas sûr que ce soit un dispositif qui, dans l'absolu, va être une réponse structurante dans la société, mais il permet de poser des questions dans la lutte contre la précarité qui vont nourrir le débat pour un travail pour tous et un meilleur partage de la valeur. Donc c'est comme ça que j'envisage cette solution et c'est pour ça qu'on la soutient. Il y a un point que vous avez peu développé, je voudrais vous challenger là-dessus, monsieur le rapporteur, c'est la question de la publicité. Certains, notamment à l'extrême droite, évoquent le sujet de la liberté, du collectivisme. Et vous n'avez pas évoqué le sujet qu'il y a 1 000 € d'argent privé pour faire la pub sur l'alimentation, pour coloniser nos imaginaires, comme dit François Ruffin, alors qu'il y a 1 euro pour 1 euro d'argent public de bonne information sanitaire. Où est la liberté? Où est la servitude? Merci. Merci, monsieur Potier. Monsieur le rapporteur. J'ai un petit peu l'impression que la réponse est dans votre question, monsieur Potier. Mais oui, ça fait partie des dépenses, des coûts cachés, des coûts aujourd'hui colossaux qui sont dépensés pour faire la promotion de tel ou tel produit. Et je crois qu'il conviendrait de réorienter une bonne part de ces dépenses de publicité vers le soutien à ce type de dispositif plutôt que de continuer de nourrir des imaginaires, mais mal les nourrir. Voilà. Merci. Monsieur Benoît Biteau. Merci Madame la Présidente. On parle beaucoup de risques économiques. Moi, je vais prendre le contre-pied et m'interroger sur le fait que cette sécurité sociale alimentaire pourrait bien nous faire des sérieuses économies budgétaires, y compris sur les financements publics. Au motif qu'on aurait des faibles revenus, on pourrait participer au dérèglement climatique. Au motif qu'on aurait des faibles revenus, on pourrait participer à l'effondrement de la biodiversité. Au motif qu'on aurait des faibles revenus, on pourrait mettre dans notre assiette de la nourriture qui impacte notre santé. Eh bien, sachez que tous ces risques-là ne sont pas des risques quantitatifs, mais des risques qualitatifs. Quand on utilise l'argent public aujourd'hui pour réparer les dégâts de l'effondrement de la biodiversité, du dérèglement climatique sur notre santé, on a une enveloppe colossale dans une volonté de redéploiement de l'argent public pour financer cette sécurité sociale de l'alimentation et sortir à la fois du risque quantitatif et du risque qualitatif avec des bénéficiaires au debout, les mangeurs et les producteurs. Donc voilà, le chemin est simple, il suffit juste d'un peu de volonté et de courage politique. Merci, monsieur Biteau. Monsieur le rapporteur. Je partage le plaidoyer de mon collègue. Non, peut-être c'est l'occasion juste d'évoquer que dans ce texte, que beaucoup ont parlé de coûts, de risques, d'évaluation, vous dire que le texte prévoit l'évaluation. C'est pour ça que c'est une loi d'expérimentation. C'est aussi pour évaluer à la fois ce qui pourrait se produire avec une telle hypothèse, mais aussi de regarder ce qui se passe par ailleurs. Et je cite dans ce texte d'ailleurs les autres dispositifs pour voir de quelle manière il pourrait y avoir éventuellement des articulations. Merci. Monsieur Stéphane Vogetta. Merci, Madame la Présidente. Je souhaitais rebondir sur une intervention en particulier qui m'avait frappé, d'autant plus qu'elle émane d'un professeur de mathématiques dans le civil, notre cher collègue Pilato, qui nous dit qu'un tiers des Français sautent donc un repas par jour. Et ce serait la justification de cette proposition de loi. Je pense que je ne doute pas de vos sources, Monsieur Pilato, mais cette commission doit éclairer nos débats. Les débats doivent être basés sur des sources fiables. Et je pense qu'asséner comme ça simplement le fait que 22,3 millions de Français chaque jour sautent un repas du fait d'une incapacité à acquérir les aliments ou c'est simplement du misérabilisme auquel on nous habitue de plus en plus. Mais je ne pense pas que cette commission ait pour vocation de verser dans le misérabilisme constant. Donc s'il vous plaît, des faits et arrêtons de verser dans ces excès. Merci Monsieur Vogetta. Monsieur le rapporteur. Je crois que très clairement... il n'y a pas de misérabilisme ici. Par contre, il n'est pas non plus acceptable de renvoyer à demain des réponses à des gens qui ne mangent pas à leur faim, sautent des repas, parce que ça existe concrètement. Et il y a... Non mais moi, je vous renvoie
aux travaux de l'Institut Rousseau, je vous renvoie à la FAO, je vous renvoie à de nombreux rapports qui existent sur cette question et qui arrivent exactement aux mêmes conclusions. Et donc je pense que les chiffres, vous les avez, comme moi, vous pouvez y accéder comme moi, et que ce texte s'est nourri de toutes ces données, et ça ne part pas d'une affabulation de qui que ce soit à un endroit dans cette commission. Merci, monsieur le rapporteur. Madame Valérie Rossi. Ça marche? Voilà, merci. Oula. Madame la Présidente, merci de me donner la parole. Monsieur le rapporteur, oui, moi je voudrais juste apporter un témoignage de terrain et pour vous dire ce qui se passe dans mon département des Hautes-Alpes, un petit peu en complément des exemples qui ont été cités par notre collègue Boris Tavernier. Nous avons, dans les Hautes-Alpes, un dispositif qui vient d'être lancé depuis le 1er janvier à titre expérimental, un vrai dispositif sécurité sociale d'alimentation. Il a été lancé donc, avec le recrutement d'une chargée de mission qui vient d'être embauchée dans le cadre par une structure d'économie sociale et solidaire. Donc, le lancement de ce dispositif vient à la suite d'une première expérimentation, si je peux dire, qui avait été mise en place à l'occasion du premier confinement. C'est un dispositif Soli-Agri qui a été lancé par le conseil départemental pour mettre en relation les producteurs locaux en manque de débouchés avec les associations caritatives et qui avaient des besoins donc grandissants. Ce dispositif ayant fait ses preuves, une expérimentation donc de sécurité sociale d'alimentation, comme je le disais, vient de démarrer avec le soutien des associations caritatives, le soutien des producteurs. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que compte tenu du fait que ça a fait ses preuves, eh bien, on peut considérer que tout espoir est permis. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, pardon, vous évoquez là une des expérimentations qui est à l'œuvre. Voilà, je ne peux pas présenter les 40, le temps ne le permet pas, vous l'avez fait là. Je pense vraiment que j'invite tout le monde à aller regarder ce qui s'y passe concrètement. Et vous verrez que pour qu'il y ait une expérimentation, il faut qu'il y ait un cadre commun. Et ce qui manquait, c'était le cadre commun. Et c'est ce qui est proposé à travers ce texte, c'est d'avoir un cadre commun pour avancer, pour pouvoir évaluer de manière correcte ces expérimentations. Merci. Monsieur Sébastien Pétavy. Merci, Madame la Présidente. Je vais vous parler en tant que transfuge de la Commission des Affaires sociales. Et effectivement, quand on discute du budget de la sécurité sociale, on se retrouve devant le coût, quand certains en tout cas cherchent à y faire des économies, on a cette question de la prévention. Et quand on voit le coût aujourd'hui, les 80 milliards chaque année, sur la question et de toutes les conséquences autour de la malbouffe, il y a quelque chose qui est très conséquent, et que ça aille du diabète à l'obésité, aux maladies cardiovasculaires. Et je crois qu'à chaque fois, nous nous retrouvons devant l'impossibilité, finalement, de pouvoir proposer, parce que la question de la prévention ne rentre pas dans le PLFSS. Et là, pour le coup, on a une solution qui permet concrètement de pouvoir y répondre. Et quand on sait l'impact que ça a sur les plus précaires, et on a pu le voir avec le Covid, je crois que c'est quelque chose, puisque c'est une expérimentation qui est plus que nécessaire. Merci. Merci. Monsieur Fournier. Oui, merci, chers collègues, de rappeler les coûts d'un système alimentaire aujourd'hui défaillant, les coûts de santé. On pourrait parler aussi des coûts écologiques, de dépollution, les coûts sociaux, l'aide alimentaire nécessaire pour celles et ceux qui ne mangent pas. Et donc, je crois que ça ramène l'équilibre, y compris si à terme il y avait une généralisation. Mais je le rappelle là, nous sommes dans une expérimentation qui permet de vérifier la pertinence du concept, qui permet d'aller au bout des expérimentations qui sont à l'œuvre avant d'envisager une extension. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, nous allons passer maintenant à l'examen de la loi. Et donc, nous passons tout de suite à l'article 1er avec l'amendement numéro 4 de monsieur Villedieu. Alors, c'est moi qui vais le défendre, Madame la Présidente. Allez-y, Madame Granger. Ça partirait d'un bon principe et j'ai beaucoup apprécié le discours de Madame. Mais réellement, nous souhaitons effectivement supprimer ce texte parce qu'il faut garantir une alimentation de qualité
et une juste rémunération pour nos agriculteurs. Mais malheureusement, ce qu'on constate dans cette proposition de loi telle qu'elle est rédigée, c'est qu'on oublie l'essentiel, nos producteurs français. Ce n'est pas écrit distinctement. Ce texte ne prévoit aucune garantie que les agriculteurs de notre pays seront les premiers bénéficiaires de ce dispositif. Il ouvre la voie à un système flou où l'argent public pourrait financer des produits importés issus des modèles agricoles qui ne respectent ni nos normes ni nos exigences de qualité. Nous le refusons catégoriquement. Les aides publiques doivent aller en priorité à ceux qui nourrissent la France, pas à des exploitations étrangères. De plus, ce dispositif est redondant et inutile. Le Code rural et la pêche maritime ainsi que le Code de la santé publique prévoyaient déjà des mesures pour garantir une alimentation saine et lutter contre la précarité alimentaire. Alors pourquoi cette loi? Merci. Merci. Merci à vous. Monsieur le rapporteur. Vous avez dit que c'était un bon principe, mais que ce n'était pas une bonne idée. Alors, du coup, si c'est un bon principe, autant soutenir l'expérimentation. Vous avez commencé par là, je reprends vos termes. Donc, autant soutenir une expérimentation pour tester ce dispositif. Voilà, juste vous dire par rapport à ce que vous avez évoqué, qu'au contraire, on renvoie à une démocratie locale, que je fais confiance aux citoyens pour choisir une part de leur alimentation, parce que cette somme, ça ne sera pas toute leur alimentation, et que vous avez la garantie, puisque c'est votre préoccupation majeure, que ça puisse être des produits locaux, et donc, a priori, des produits français, puisque c'est ça le sens de votre propos. Alors, est-ce qu'il y a des réactions? Pardon. Ah oui, Avis défavorable. Défavorable, j'avais un peu compris. Donc, est-ce qu'il y a des réactions? Donc, c'est bien un amendement de suppression de l'article. Oui, Monsieur Tavernier. Oui, pour vous répondre, chers collègues, sur vos craintes, excusez-moi, j'essaie de vous répondre. Pour vous répondre sur vos craintes, j'ai participé à beaucoup de ces expérimentations quand j'étais dans le monde associatif. Tout ce que je vois aujourd'hui, c'est que les gens font les bons choix et ils ont envie de soutenir leur territoire, ils ont envie de soutenir leurs paysans locaux et leurs commerces locaux. Je vous assure, faites le tour des expérimentations et je pense que vous serez rassurés sur cette question. Merci, Monsieur Tavernier. Y a-t-il d'autres interventions? Bien, Monsieur le rapporteur, vous souhaitez réagir? Donc, nous passons maintenant au vote sur cet article numéro 4, cet amendement numéro 4, qui est un amendement de suppression. Avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour cet amendement de suppression? Qui est contre? Il est donc rejeté. Nous passons maintenant à deux amendements en discussion commune de Monsieur Fournier puis de Madame Jourdan. Monsieur Fournier. Peut-être laisser Madame Jourdan s'exprimer. Possible ou pas? Non, je vais. Okay, votre amendement, pas de Monsieur souci. le rapporteur. Simplement, c'est un amendement rédactionnel, c'est-à-dire que partout était écrit le principe, pour rappeler qu'il y avait 3 principes à cette sécurité sociale de l'alimentation. Là, il s'agit de garder l'idée d'universalité des allocations, mais en enlevant le mot principe. Mais ça va de soi quand on lit la rédaction du texte de loi, et c'est la proposition, et c'est cohérent avec les amendements qui viendront ensuite de Madame Jourdan. Madame Jourdan. Et Madame Rossi. Oui, alors, monsieur le rapporteur, donc, a effectivement donné l'objet de l'amendement. Nous avons 3 amendements qui proposent donc, voilà, une autre rédaction. Et en tout cas, pour ce premier amendement, ce que l'on propose, c'est de transformer donc, la partie principe d'universalité simplement en mettant l'universalisme. Voilà, donc pour cet amendement. Je vous remercie. Donc j'imagine que c'est un avis favorable. Non, c'est une demande de retrait sur celui-là et ça sera favorable pour les suivants. Effectivement, ils sont incompatibles. Madame Jourdan, est-ce que vous retirez? Oui, je vais retirer effectivement mon amendement. Donc nous ne votons que sur l'amendement numéro 37, monsieur le rapporteur, c'est bon? D'accord. Donc sur l'amendement de monsieur le rapporteur numéro 37, amendement rédactionnel, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Et nous passons maintenant à l'amendement numéro 9 de Madame Rossi. Oui, c'est également, merci. C'est également un amendement rédactionnel, toujours pareil, supprimer le mot de principe pour substituer la solidarité, virgule, garantie. Voilà, la suite reste inchangée. Merci. Monsieur le rapporteur. Favorable. Favorable. Donc, amendement numéro 9 de Madame Rossi. Avis favorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Nous passons à l'amendement numéro 17 de monsieur Carrière. Madame Meunier.
Merci Madame la Présidente. Cet amendement est issu d'une demande du collectif de la sécurité sociale de l'alimentation et des associations qui veulent en fait qui préfèrent que nous parlions de cotisation sociale parce que ici c'est bien un système de cotisation auquel on fait appel, un système en fait où on appelle chaque citoyen à contribuer et à cotiser pour faire en sorte que l'alimentation soit accessible à toutes et tous. Merci. S'il vous plaît, je sais qu'on est voilà, ça fait déjà 1 heure et quelques qu'on est là, mais voilà, il y a pas mal de bruit dans la salle, donc Monsieur Fournier. Oui, tout à fait favorable à cette rédaction. Ça unifie d'ailleurs sur l'ensemble du texte, puisque par ailleurs c'est évoqué. Donc c'est bien le principe d'une cotisation. Peut-être j'aurais gardé cotisation, mais cotisation sociale dit les choses de manière claire. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, sur cet amendement numéro 17, s'il n'y a pas d'intervention, avis favorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Amendement numéro 38 de monsieur le rapporteur. C'est rédactionnel. Je parle, et pour pareil, harmoniser sur l'ensemble du texte de caisse locale de l'alimentation, ce qui est beaucoup plus clair et correspond à l'usage dans la plupart des expérimentations. Bien, sur cet amendement de monsieur le rapporteur numéro 38, s'il n'y a pas d'intervention, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Amendement numéro 10 de madame Jourdan. Pardon, oui, c'est moi qui prends la parole. Madame Rossi, donc c'est simplement encore toujours du rédactionnel de substituer à un principe d'organisation, simplement le mot « une organisation ». Merci. Monsieur le rapporteur. Favorable. Donc, sur cet amendement numéro 10 de madame Jourdan, avis favorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Amendement numéro 39 de monsieur le rapporteur. Rédactionnel. Oui, c'est un amendement de clarification rédactionnelle. Bien. Donc, sur cet amendement numéro 39 de monsieur le rapporteur, rédactionnel, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Amendement numéro 2 de monsieur Villedieu. Madame Grangier? Il tombe. Ah non, il tombe. Il tombe, je ne suis pas sûre. Attendez. Si, il tombe. D'accord, il tombe. OK. Donc, nous en arrivons maintenant au vote sur l'article 1er. Donc, c'est bon? Donc, sur cet article 1er, qui est pour l'article 1er? Tout le monde vote, peut voter? Non, d'accord. Bon. Qui est contre? Il est adopté. Nous passons maintenant à l'article numéro 2 avec l'amendement numéro 29 de madame Grangier. Merci Madame la Présidente. Donc cet amendement vise à supprimer l'article 2 de la proposition de loi. D'un point de vue budgétaire, ce dispositif constitue une charge supplémentaire considérable pour l'État et les collectivités territoriales. Sur le plan économique, cette expérimentation met en péril la liberté de choix des consommateurs comme celle des producteurs. Par ailleurs, cet article prétend s'intégrer aux projets alimentaires territoriaux existants, mais en réalité, il modifie profondément la finalité. Là où il y a les PAT qui visent à valoriser les circuits courts et la production locale dans une logique d'initiative décentralisée, la sécurité sociale de l'alimentation imposerait une lourdeur administrative contraire à la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de chaque territoire. Et enfin, cette approche ne répond en rien au véritable enjeu de l'accès à l'alimentation de qualité pour tous. Plutôt que de créer un système d'assistance généralisé, il serait plus pertinent de soutenir activement la filière agricole française et favoriser la production locale. Merci Madame Grangier. Monsieur le rapporteur. Oui, je crois qu'on n'est justement pas dans un système d'assistance et on évite justement un système d'assistance par ce principe-là, puisque chacun payera en fonction de ses moyens et recevra en fonction de ses besoins, principe de base de la sécurité sociale. Et c'est bien l'idée. Par ailleurs, sur le coup, je rappelle, l'expérimentation, et encore en poussant les curseurs le plus loin possible, j'ai fait une estimation entre 15 et 35 millions d'euros. Je le dis, l'aide alimentaire par an, c'est 150 millions d'euros. La malbouffe, c'est 20 milliards de dépenses annuelles directes. Ouais, donc on est loin de la gabegie financière que vous semblez vouloir dénoncer, donc défavorable. Bien, Monsieur Biteau, puis Monsieur Tavernier.
Ouais, moi, je suis un peu sidéré par les arguments proposés par ma collègue, puisque ça manque complètement d'approche globale. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture qu'on déploie exige qu'on engage des enveloppes publiques absolument pharaoniques pour réparer des ressources vitales comme l'eau qu'on boit tous les jours, comme l'air qu'on respire à chaque instant, comme la biodiversité dont on a besoin en agriculture pour produire, comme le climat qui est la principale menace de la souveraineté alimentaire. Et donc, si on a l'audace de redéployer cette enveloppe publique qui aujourd'hui est consacrée à des solutions curatives pour apporter des réponses d'anticipation, de prévention, pour nous exonérer de ces risques importants, on a une enveloppe en vérité absolument pharaonique pour réparer ça. Et tout le monde y gagne, le mangeur et le producteur qui serait accompagné dans la préservation de l'intérêt commun que sont ces ressources dont on a besoin pour tenir la souveraineté alimentaire et permettre à tous de se nourrir. Donc le sujet budgétaire, pour moi, c'est un non-sujet dans l'examen de ce texte. Merci. Monsieur Tavernier. Oui, vous parlez de liberté de choix, mais aujourd'hui, nos concitoyens ne choisissent pas leur alimentation. Ils consomment par défaut, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons géographiques. Il y a beaucoup de déserts alimentaires aussi en France, ou, comme le disait mon collègue Dominique Potier, à cause du matraquage publicitaire. Donc aujourd'hui, les gens ne choisissent pas ce qu'ils mangent. Ce qui est vraiment complètement, voilà, c'est l'inverse de ce qu'on propose justement à la sécurité sociale de l'alimentation, où on se rassemble et on définit comment on va se nourrir et comment on va défendre nos paysans. Merci, Monsieur Tavernier. Monsieur le rapporteur. Donc, sur cet amendement numéro 29 de suppression de Madame Grangier, avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. Amendement numéro 40 de Monsieur Fournier. Monsieur le Rédactionnel. Rédactionnel. Sur cet amendement rédactionnel, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Amendement numéro 1 de Monsieur Maillot. Monsieur Chassaigne, je ne sais pas si vous pouvez le... Monsieur Chassaigne, je ne sais pas. Monsieur le Président, il y a l'amendement de Monsieur Maillot. Ah, vous êtes... Vous êtes co-signataire. Il est défendu, j'imagine. Oui, je vais presque le défendre d'une certaine manière, puisque cet amendement propose que dans les expérimentations retenues, 2 soient situés dans les territoires ultramarins. Et au regard de l'implication de vos collègues des territoires ultramarins, ça me paraît une très très bonne idée, et qu'on puisse garantir qu'il y ait à minima 2 expérimentations qui aient lieu dans les territoires ultramarins. Donc avis favorable. Merci. Je vous remercie pour cet avis favorable après mon argumentation particulièrement étoffée. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres interventions sur cet amendement numéro 1 de Monsieur Maillot, avis favorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Amendement numéro 35 de Monsieur Tavernier. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement précise que l'allocation issue des caisses de l'alimentation peut être déposée auprès de professionnels conventionnés, ces derniers pouvant être de nature diverse. Ainsi, si elle le décide, les caisses locales de l'alimentation pourraient aussi bien conventionner un agriculteur qui propose de la vente à la ferme qu'une épicerie, une cantine ou un restaurant. Le champ des possibles leur est donc ouvert. Merci. Monsieur le rapporteur? Oui, c'est un avis favorable sur cette proposition de réécriture. Donc, sur cet amendement numéro 35, avis favorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Amendement numéro 33 de Monsieur Tavernier. Oui, cet amendement précise que les expérimentations locales, de par leur nature, contribuent à soutenir un système agricole et alimentaire plus juste et durable. En effet, au-delà de la démocratisation dans l'accès à l'alimentation, les caisses locales de l'alimentation sont des catalyseurs de développement social et territorial. Ces expérimentations dynamisent le système alimentaire local et permettent de renforcer la sécurité économique d'agriculteurs et de commerces alimentaires de proximité. Monsieur le rapporteur. Oui, cet amendement insiste sur la complémentarité, notamment avec les projets alimentaires de territoire. Donc ça me paraît important de modifier la rédaction pour que ça soit plus clair. Donc avis favorable. Alors, sur cet amendement numéro 33 de Monsieur Tavernier, avis favorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Amendement numéro 41 de Monsieur le rapporteur. Rédactionnel. Rédactionnel. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Amendement numéro 3 de Monsieur Villedieu. C'est moi qui vais le défendre. Oui. Merci Madame la Présidente. Face à la crise dramatique que traverse l'agriculture française, face aux ravages des traités de libre-échange et la concurrence déloyale, nous devons agir pour protéger notre agriculture et garantir notre autosuffisance alimentaire. Et pourtant, que propose ce texte? Un système de tri, un système qui sélectionne les agriculteurs conventionnés, ceux qui ont droit aux achats financés par cette caisse,
et les autres, exclus, relégués, les oubliés. C'est une fracture inacceptable entre ceux qui seraient labellisés selon des critères flous et ceux qui pourtant nourrissent la France. Nous refusons cette vision dogmatique. Nous voulons une agriculture libre, forte et indépendante. Cet amendement vise à redonner un cap clair à notre politique agricole, l'autosuffisance nationale et l'innovation par nos filières françaises. Les écologistes veulent nous faire dépendre d'un modèle biaisé, contrôlé, soumis à des intérêts idéologiques. Nous voulons une souveraineté agricole réelle, une recherche au service de nos agriculteurs et un soutien concret à nos producteurs. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Martin. Monsieur le rapporteur. Moi, je pense que j'ai assez largement répondu. C'est caricatural. Nulle part dans le texte, il y a ce que vous dites. Donc, du coup, c'est beaucoup de présupposés. Et au contraire, on renvoie à la liberté de choix dans les caisses alimentaires. Donc, de choix de produits locaux. Et je le dis, ce n'est pas toute l'alimentation qui sera proposée par cette approche-là. Et donc, on aura des produits locaux. Parce que moi, je fais confiance aux citoyens, aux gens, aux habitants. Et en général, quand on leur donne la responsabilité, ils font le choix de choisir des produits locaux favorables à nos agriculteurs et à leurs revenus. Non, parce que je leur laisse, c'est à eux d'en décider, et pas ni à vous ni à moi. Merci. Est-ce que vous souhaitez réagir? Je soutiens l'agriculture française. Monsieur Martin, non, c'est bon. Monsieur Biteau. Juste, j'entends des oppositions entre ce qu'on est en train de travailler et les plans d'alimentation territoriaux. Mais c'est deux dispositifs parfaitement complémentaires et qui vont s'auto-alimenter et qui vont faire que, précisément, plus on fera de PAT, plus on pourra faire de sécurité sociale de l'alimentation, et plus on fera de sécurité sociale de l'alimentation, plus on fera de PAT. Donc ces deux sujets sont intimement liés et certainement pas en concurrence. Je vous remercie, Monsieur Biteau. Monsieur le rapporteur. Oui, non, rien, je n'ai rien à rajouter. Donc, amendement numéro 3 de Monsieur Villedieu. Avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Non, Monsieur Biteau, je crois que... Qui est contre? Il est donc rejeté. Nous passons à l'amendement numéro 42 de Monsieur le rapporteur. Oui, c'est un amendement de réécriture pour rendre plus simple, plus lisible l'organisation et renvoyer, en tout cas, à la mise en place d'un comité composé de scientifiques et de citoyens qui travaillera sur l'évaluation. Ça a été beaucoup dans nos débats, la question de l'évaluation. Et c'est bien l'objet aussi de l'association nationale qui portera le fonds que d'expérimenter. Et donc, elle sera dotée d'un comité qui permettra d'apporter toute la lecture sur ce dispositif. Alors, je tiens à préciser que cet amendement ferait tomber les deux suivants puisqu'il réécrit l'alinéa 5. D'accord ? Y a-t-il des réactions ? Non, pardon, je peux apporter un complément. Non, on a intégré un des amendements portés par le groupe socialiste, les précisions notamment sur l'évaluation des publics qui seraient concernés à terme dans l'expérimentation, parce que ça semblait important d'avoir une lecture précise de qui aura bénéficié de la mise en œuvre de la sécurité sociale de l'alimentation. Je vous remercie. Donc, sur cet amendement numéro 42 de Monsieur le rapporteur, qui est pour ? Qui est contre? Il est donc adopté et fait tomber les amendements numéro 11 et 12, mais en partie intégrés. Donc, nous passons maintenant au vote sur l'article 2. Sur cet article 2, qui est pour? C'est bon. Qui est contre? Il est donc adopté. Nous passons maintenant à l'article 3 qui porte, c'est ça, sur le Fonds national d'expérimentation. Monsieur le rapporteur. Oui, c'est une clarification rédactionnelle. Donc sur cet amendement numéro 43 de Monsieur le rapporteur, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Amendement numéro 14 de Madame Meunier. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement est également issu d'une concertation avec le collectif de la sécurité sociale pour l'alimentation qui insiste sur la nécessité du fait que la structure qui initie ce principe de sécurité sociale de l'alimentation doit être basée et doit être tenue par des citoyens et citoyennes sur le même principe que les conventions citoyennes, puisque effectivement nous faisons ici dans ce principe le pari de l'intelligence collective. Et de fait, les conventions citoyennes montrent, et les exercices de conventions citoyennes montrent effectivement que lorsque les citoyens et citoyennes tirés au sort venant de toute représentativité sociale
sociales différentes, de sexe, d'âge, de diversité différentes, eh bien, arrivent souvent à des taux de consensus très importants quand ils suivent les mêmes formations et quand ils sont tenus par la responsabilité. Et c'est pour cela que ce que dit mon collègue Charles Fournier depuis tout à l'heure sur le fait que les citoyens et les citoyennes iront naturellement vers l'alimentation et la production locale, j'y crois très fortement parce que je crois en l'intelligence collective du peuple français. Merci Madame Meunier. Monsieur le rapporteur. Merci, chers collègues. Alors, je vais vous demander un retrait sur cet amendement. Préciser que dans les amendements qui viendront, j'ai totalement renforcé la participation des citoyens à l'échelle des caisses alimentaires. C'est l'endroit où les décisions se prennent, en fait. Là, il s'agit simplement de l'association qui va identifier les expérimentations qui seraient retenues. Il me semble compliqué de ne pas avoir dans cet endroit un certain nombre d'acteurs pour prendre ces décisions. Et j'ajoute que nous avons intégré dedans 10 représentants d'expérimentation qui seront dans ce périmètre. Et il y aura aussi le collectif national qui lui-même intègre des citoyens impliqués dans des expérimentations. Donc je pense qu'on a largement renforcé, en tout cas, mais qu'il me semble qu'il est difficile d'imaginer que ce ne soit à cette échelle-là que des citoyens présents. Je maintiens l'idée qu'il y a nécessité d'avoir un équilibre. Je vous remercie. Donc, est-ce que vous le retirez, Madame Meunier ? Non, je le maintiens, j'entends vos remarques et j'entends aussi la nécessité de la participation des représentants que vous avez listés. C'est pour cela que nous proposons également que ces citoyens et citoyennes tirés au sort effectivement bénéficient d'un suivi, d'un accompagnement et d'une formation de l'ensemble des représentants que vous avez cités. Merci, Madame Meunier. Donc, avis défavorable. Sur cet amendement numéro 14 de Madame Meunier, avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est pour ? Qui est contre ? Il est donc rejeté. Nous passons à l'amendement numéro 44 de Monsieur Fournier. Monsieur le rapporteur. Alors, c'est un amendement rédactionnel. Sur cet amendement numéro 44, qui est pour ? Qui est contre ? Il est donc adopté. Amendement numéro 20 de Monsieur Weber. Chers collègues, cette proposition de loi correspond à un projet purement idéologique. Elle ne répond en rien aux défis de notre agriculture. Pire, elle alourdit encore la machine administrative et crée de nouvelles charges pour les Français. Au-delà de cette dérive budgétaire, cette proposition de loi contient un danger majeur. Elle ne fixe aucune limite sur la nature des produits qui seront financés. En effet, rien ne garantit que l'argent public servira à soutenir nos éleveurs et nos producteurs français. En revanche, elle ouvre un boulevard aux produits ultra transformés, aux viandes de laboratoire et à la food tech, financées par des intérêts étrangers qui rêvent de remplacer l'élevage traditionnel par des cultures cellulaires. Un rapport de l'école de guerre économique, publié en décembre 2024, a apporté de nombreux éclairages sur des ingérences étrangères qui utilisent des associations et organisations d'activistes pour affaiblir l'élevage français et imposer un modèle alimentaire hors sol basé sur des substituts artificiels. Cet amendement est un garde-fou indispensable. Il vise à limiter les dégâts de cette expérimentation hasardeuse et empêcher que l'argent public ne serve à financer des produits qui menacent notre modèle agricole et notre souveraineté alimentaire. Merci, Monsieur Weber. Monsieur le rapporteur. Non, vous êtes tellement loin de ce que dit le texte que l'idéologie, elle est plutôt dans ce que vous exposez là. Le texte ne dit pas ça. Le texte, en aucune mesure, ne dit ça. Renvoie au contraire à la liberté, soutiendra les agriculteurs à l'échelon local, garantira des revenus. Donc c'est le contraire de ce que vous exposez. Je vous remercie. Donc, sur cet amendement numéro 20 de Monsieur Weber. Oui, Madame Meunier. Oui, non, je voudrais simplement rappeler quand même que le Rassemblement national a voté pour l'internalisation de l'INAO, qui est dans le projet de loi de finances, donc pour la suppression finalement de l'INAO, qui est quand même l'institut qui protège nos labels, appellations d'origine protégée, appellations d'origine contrôlée, dont les viandes françaises, agneau du Limousin par exemple, qui protège bien plus l'alimentation et l'agriculture française que ne met en péril la viande artificielle, il me semble, actuellement. Vous avez également voté pour la baisse des budgets et notamment vous avez voté contre notre amendement pour avoir de la viande française dans les cantines parce que ça représentait trop d'argent pour vous. Donc je vous demanderai un petit peu de cohérence et je suis également contre cet amendement. Je vous remercie, Madame Meunier. Donc, on peut passer au vote. Donc, sur cet amendement numéro 20 de Monsieur Weber, qui est pour ? Qui est contre ? Il est donc rejeté. Amendement numéro 45 de Monsieur le rapporteur. Rédactionnel. Rédactionnel, qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté, pardon. Amendement numéro 46 rédactionnel de Monsieur également. le rapporteur.
sur cet amendement numéro 46. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 5 de Monsieur Villedieu. Je le défendrai, Madame la Présidente. Oui. Donc, dans un contexte où la dette publique atteint des niveaux abysseux et où la sécurité sociale accumule un déficit prévu à 23 milliards d'euros en 2025, il est totalement irresponsable de vouloir ajouter une 7e branche pour financer l'alimentation des Français. Qui va payer? Encore une fois, les contribuables et les collectivités déjà exsangues. Cette proposition de loi est une illusion. Un nouveau dispositif bureaucratique qui ne résout rien et ne fait qu'aggraver la dette. Au lieu de protéger nos agriculteurs et de renforcer notre souveraineté alimentaire, elle crée un système opaque où l'argent public pourrait financer des produits étrangers sous prétexte de critères environnementaux absurdes. Nous refusons que des normes biaisées favorisent des importations au détriment des produits français. Pourquoi subventionner des productions étrangères alors que nos agriculteurs souffrent? Pourquoi imposer des critères qui pourraient exclure nos départements et régions d'outre-mer, et eux aussi contributeurs de notre richesse agricole? Avec cet amendement, nous garantissons que la reconquête de notre souveraineté alimentaire soit au cœur de ce dispositif. Nous exigeons que seules les filières agricoles françaises bénéficient de ces financements. Nos agriculteurs n'ont pas besoin d'une usine idéologique, mais d'un soutien efficace et pragmatique. Merci. Merci. Monsieur Weber, monsieur le rapporteur. Deux remarques. D'abord, vous faites des amendements qui pourraient laisser à penser que vous voulez enrichir le texte, mais en fait, vous étiez avant contre tous les principes, donc du coup, c'est simplement pour pouvoir exposer votre position idéologique. Et le deuxième élément par rapport à ce que vous dites là, je m'inquiète de l'idée que vous avez de la sécurité sociale. Parce que si vous parlez d'une position idéologique, d'un fonctionnement tout à fait insatisfaisant, je m'inquiète de l'idée que vous avez de la sécurité sociale, de ce que vous en feriez si vous étiez en responsabilité. Je vous remercie. Nous passons maintenant au vote sur cet amendement numéro 5 de Monsieur Villedieu. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. Deux amendements identiques de Monsieur le rapporteur et Monsieur Tavernier. Monsieur le rapporteur. Défendu pour le mien. Monsieur Tavernier. Alors, dans une logique d'approfondissement démocratique, cet amendement intègre dans la gouvernance de l'association chargée de la gestion du Fonds national d'expérimentation des citoyens issus des expérimentations locales, une fois ces dernières mises en place. En effet, qui de mieux placé pour un retour d'expérience pertinent que celles et ceux qui vivent l'expérimentation en première ligne? Monsieur le rapporteur. Avis favorable. Donc, sur ces deux amendements identiques, alors d'abord l'amendement numéro 47 de Monsieur le rapporteur et amendement numéro 31 de Monsieur Tavernier, qui est pour? Qui est contre? C'est donc adopté. Amendement numéro 32 de Monsieur Tavernier. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à intégrer la Caisse des dépôts et consignations dans la gouvernance de l'association. Bras financier de l'État, la Caisse des dépôts dispose d'une expertise sur le financement de la transformation des systèmes alimentaires territoriaux. Merci. Monsieur le rapporteur? Avis favorable. Avis favorable. Sur cet amendement numéro 32 de Monsieur Tavernier, avis favorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Amendement numéro 48 de Monsieur le rapporteur. Oui, il s'agit là également d'ajouter les organismes de protection sociale dans le périmètre de l'association. Bien, merci. Sur cet amendement numéro 48 de Monsieur le rapporteur, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Amendement numéro 34 de Monsieur Tavernier. Oui, cet amendement vise à intégrer dans l'association nationale des représentants du secteur de la restauration collective, afin de refléter la diversité des lieux potentiels de conventionnement. Cela permet également d'être plus exhaustif dans la représentation de l'ensemble des maillons du système alimentaire. Monsieur le rapporteur. Oui, avis favorable. Oui, Monsieur Benoît. Simplement, j'écoute attentivement les échanges et puis le dépôt des amendements. Et ce que je craignais lors de mon propos liminaire se concrétise là en cours de travaux de la commission. C'est-à-dire qu'on est véritablement parti pour, sous couvert d'une expérimentation, un dispositif qui va être finalement compliqué, avec un fonds géré par une association, avec plein de parties prenantes. Enfin, on est dans la véritable maladie française qui abîme le pays depuis des années. C'est-à-dire qu'on en rajoute, on complique à tous les étages, à tous les niveaux, et on n'est qu'en commission. Donc volontairement, moi je vais ici en commission m'abstenir sur le vote final, mais je proposerai au groupe Horizon de s'opposer dans l'hémicycle
à la proposition, parce que je trouve qu'on n'est pas raisonnable. Nous n'avons pas les moyens de nos ambitions, déjà d'une part, et on voit bien qu'on est dans une complexification, une nébuleuse en fait. C'est pas simple. Alors qu'il y a 40 expérimentations, ce qu'il faudrait, c'est que le Parlement se saisisse à travers une mission d'évaluation simple. On évalue ce qui est en cours et on voit quelle orientation on peut donner et on fait des propositions au gouvernement. Continuons ainsi et je vous assure que le pays ne s'en sortira pas. Merci, Monsieur Benoît. Monsieur le rapporteur. Oui, si cette proposition de loi existe, c'est aussi à la demande de celles et ceux qui expérimentent. Donc on ne part pas de rien et donc c'est aussi le cadre qui est proposé. Pardon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous auriez... Non mais, Monsieur Benoît, vous pourriez proposer des amendements pour m'aider à simplifier. Est-ce qu'on peut avoir... Vous pourriez faire des amendements. Donc et on peut... Est-ce que, s'il vous plaît, je suis désolé, vous auriez pu, en tout cas, Monsieur le rapporteur intervenir et ensuite, si vous souhaitez... Vous auriez pu le faire en amont. Là, il s'agit simplement d'avoir une structure qui porte le fond. C'est exactement ce qui a été fait sur Territoire Zéro Chômeur de longue durée que vous avez soutenu les uns et les autres ici. Et dans Territoire Zéro Chômeur, on a exactement le même périmètre. Et des acteurs qui ont vu l'expérimentation et la loi arriver, on dit moi, je veux en être. La restauration collective, par exemple, on demandait à être auditionné et on dit on veut être dans le tour de table. Et donc, c'est pas parce qu'il y a plein de monde que ça devient ingérable. Sinon, autant décider tout seul. Autant décider tout seul. Et moi, je crois que là, au contraire, on a un système qui est simplifié. Plus on va avancer dans l'organisation, vous verrez qu'on a plutôt fait des amendements pour simplifier. Par contre, oui, il y a un tour de table et des parties prenantes sur ce sujet qui sont nombreuses. Et c'est normal, me semble-t-il, sur un système agroalimentaire qui invite beaucoup de gens dans le tour de table. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Donc, sur cet amendement numéro 34 de Monsieur Tavernier, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Amendement numéro 49 de Monsieur Fournier. Monsieur le rapporteur. C'est un amendement de clarification. Sur cet amendement de Monsieur le rapporteur numéro 49, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Amendement... Et il fait tomber le 16. Donc, deux amendements identiques, 15 et 30 de Monsieur Carrière et Monsieur Tavernier. Monsieur Carrière, Madame Meunier. Oui, merci Madame la Présidente. Nous proposons ici de supprimer la mention au cahier des charges. C'est également une demande du collectif Sécurité sociale de l'alimentation pour partir d'une page blanche afin de laisser les collectifs en charge du processus d'intelligence collective libre de leur choix. Monsieur Tavernier. Oui, défendu. Monsieur le rapporteur. Oui, c'est un amendement de simplification puisqu'il enlève un élément de complexité. Donc je suis favorable. Je disais ça pour mon collègue Benoît. Bien, donc sur ces deux amendements identiques, numéro 15 et numéro 30, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Amendement numéro 28 de Madame Grangier. Qui tombe. Ah, autant pour moi, désolé. Et amendement numéro 13, il est tombé aussi. Il est tombé aussi. Donc nous passons au vote sur cet article 3. Sur l'article 3, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous passons à l'article 4, amendement numéro 50 de Monsieur le rapporteur. Merci. Alors, suite aux différentes auditions et en écoutant les acteurs et notamment ceux qui portent les expérimentations, je propose une réécriture complète de l'article 4 qui rend plus lisible l'organisation et puis surtout consacre la place des citoyens dans la décision puisque la caisse locale serait administrée par un conseil de citoyens, exclusivement des citoyens. Par contre, toutes les parties prenantes seraient associées, pourraient appuyer en termes d'expertise. Et donc, il y a un comité des parties prenantes qui est associé. Mais on arrive à un système où les citoyens décident du conventionnement, des choix qui sont faits dans les territoires. Et donc, c'est ça le sens global de cette réécriture. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame Morel. Oui, merci Madame la Présidente. J'entends votre volonté de réécriture et vous indiquez que vous prenez en compte les débats. Mais pour ma part, ce qui me posait problème dans cet article 4, et ce sera le même sujet dans l'article 5, c'est justement, on en a beaucoup parlé lors de la discussion générale, c'est le mode de financement. Moi, je proposais de supprimer justement les deux alinéas qui créent une charge pour l'État. Et il ne me semble pas que dans la réécriture, sauf mention contraire de votre part, ces deux éléments soient pris en compte. Non.
Monsieur le rapporteur. Pour faire un jeu de mots, si on crée un fonds, il y a un S à fond. Si on enlève les financements, ça devient un fonds sans S. Voilà. Et donc, du coup, je suis plutôt pour que ça soit un fonds avec un S. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, nous passons maintenant au vote sur cet amendement numéro 50 de monsieur Fournier, qui fait donc tomber tous les autres amendements sur l'article. Qui est pour ? C'est bon. Qui est contre ? Il est donc adopté. Et l'article est ainsi rédigé. Donc nous passons maintenant à l'article 5, amendement numéro 25 de madame Morel. C'est la même chose qu'auparavant, c'est le même principe, c'est pour permettre qu'on n'augmente pas le budget, enfin des budgets trop importants pour financer ce dispositif. Défavorable. Donc, sur cet amendement numéro 25 de madame Morel, avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est donc rejeté. Amendement numéro 26 de madame Morel. Défendu. Défendu. Défavorable. Alors, sur l'amendement numéro 26, amendement de madame Morel, avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est donc rejeté. Nous passons au vote sur l'article 5. Sur l'article 5, qui est pour ? C'est bon ? Qui est contre ? Excusez-moi, on va devoir refaire le vote parce que ça se joue à une voix près. Donc, qui est pour l'article 5 ? Non, pas de 18. Donc, qui est contre ? Donc, il est rejeté. 18 à 18, il est rejeté. Nous passons maintenant au titre. Amendement numéro 36 de monsieur Fournier. Oui, c'est une clarification rédactionnelle sur le titre. D'accord. Sur l'amendement numéro 36, qui est pour ? Qui est contre ? Il est donc adopté. Nous passons maintenant au vote sur l'ensemble de la proposition de loi d'expérimentation vers l'instauration d'une sécurité sociale de l'alimentation. Sur cette proposition de loi, qui est pour ? « 19. Qui est contre ? Mais il fait ce qu'il veut, c'est pas possible ça. C'est adopté. Voilà, je vous souhaite un bon appétit, chers collègues. Cet après-midi, je remercie par avance monsieur Fournier qui va devoir me suppléer, et puisque je serai pour ma part en hémicycle pour le vote, la lecture des conclusions des CMP, projet de loi d'urgence Mayotte et démocratie agricole. Et évidemment, nous ferons une pause au moment des votes. Merci, bon appétit. Non, il est adopté.